Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibrée.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibrée.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Librée. Merci Elisa, je suis ravie de te recevoir derrière le micro aujourd'hui pour Mama Librée. Comme je te disais, j'avais vraiment à cœur de t'entendre sur comment choisir librement et consciemment le lieu où on donne la vie, le lieu où on accouche. Et pour moi, c'est une valeur importante d'avoir la connaissance pour pouvoir après faire son choix éveillé et conscient. Donc voilà, bienvenue dans le podcast Mama Librée. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est avec plaisir que pour moi, je peux partager l'expérience que j'ai de sage-femme, d'ostéopathe, que j'ai eue depuis toutes ces années. Et c'est vrai que je pense que ce sujet-là, il est vraiment essentiel aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore assez d'informations pour les couples, pour accueillir les bébés, pour comprendre vraiment la différence de ce qui va se passer entre une structure et une autre. Hein. Donc en fait, l'idée c'est vraiment plutôt d'exposer toutes les possibilités pour que, en fonction du projet de naissance des parents, donc le projet de naissance c'est ce qu'on peut proposer aux parents de faire comme réflexion pendant toute la grossesse, pour qu'ils puissent un peu évaluer leurs besoins, leurs envies par rapport à l'accouchement et par rapport à l'accueil de leur bébé, en termes de pratique, en termes de qualité de soins ou d'éveil différents en fonction des besoins des uns et des autres. Ouais, et puis de connaissance, du coup, c'était l'objectif aussi de cet épisode, de vraiment la connaissance du champ des possibles. Il y a plein de choses, quand on connaît pas les protocoles, quand on sait pas, par exemple, qu'est-ce qui va être fait, quelles interventions sont faites de façon protocolaire ou systématique, et sur lesquelles on a un droit de regard quand tout va bien, sur lesquelles... En fait, l'accouchement, ça concerne les parents en premier lieu. Hein. Donc aujourd'hui, on a un peu oublié que finalement, le système de santé est là au service des parents et des bébés. Normalement, ça devrait être l'objectif prioritaire. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire qui est mieux que quoi. Non. C'est pas du tout ça, parce qu'en fonction de comment ça va se passer, on sait que dans certaines dynamiques ou dans certains cas, en fonction de certains diagnostics aussi, on sera très heureux d'avoir des professionnels aiguisés, très très bien formés à l'hôpital et avec une prise en charge beaucoup classique, on va dire. Après, on sait aujourd'hui que le fait de pouvoir améliorer sur le plan humain nos pratiques, ça va nous aider aussi sur le plan chiffres et qualité de soins, ce qu'on recherche tous, quels que soient les endroits où on pratique. Et pour ce faire-là, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme si on était arrivé à un certain niveau de médicalisation et que pour améliorer encore la qualité des soins, notre seul objectif, ça va être d'améliorer le plan humain. En fait, ce qu'on a un peu oublié finalement. Au service d'une technique, finalement, on a mis trop en avant de la scène la technique. Maintenant, la maîtrise, il faut juste réintégrer l'humain pour rééquilibrer. C'est ça. Et c'est pas du tout une bataille. En fait, on est bien d'accord que la sécurité, c'est essentiel, que pas faire n'importe quoi avec les bébés, les parents, c'est important. Mais par contre,
moi, ce que j'ai pu voir au fil de mon travail, c'est que vraiment l'approche dans les hôpitaux, la plupart du temps, quand j'ai la chance de pouvoir participer à un accouchement, la première chose qui me vient, c'est de rebrancher les parents à connecter avec leur bébé. Et ça, vraiment, je trouve que c'est tellement facile que ça devrait être fait partout, proposé partout. Et c'est vrai que la maman, des fois, elle est dans la peur, dans tout ce qui se passe, dans la douleur, que finalement, elle perd le fil. Mais l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est créer le lien entre les parents et leur bébé. Et en toute sécurité et dans le plus grand confort possible, on va dire. Hein, voilà, si on fait les choses simples, c'est vraiment ça. Sachant que, quel que soit le niveau de médicalisation, il y a beaucoup de choses qui vont être possibles de développer, mais il va y avoir un vrai travail qui va être obligé d'être fait, puisque le soin est pas repensé pour le confort et l'accueil du bébé forcément. C'est repensé autour de l'urgence, le confort de l'organisation du personnel de santé. Oui. Parfois l'évitement aussi, un peu principe de précaution plus face à certains... Oui, puis disons que comme les parents sont dans la peur, que le médico-légal aujourd'hui ça a beaucoup d'emprise, on se retrouve avec des professionnels de santé qui vont être dans une difficulté de prendre en charge la peur des patients. Et c'est vrai que on se focalise souvent sur la douleur, mais la réalité de l'accouchement, finalement, c'est la peur, c'est gérer la peur, qu'on retrouve sur le plan biochimique. Puisque finalement, quand tu regardes les capteurs, les récepteurs, c'est les récepteurs d'adrénaline qui sont les mêmes que les récepteurs d'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, et des contractions. Et donc, si on a gavé d'adrénaline partout, en fait, ça laisse pas de place à l'amour et à l'ocytocine. Et donc, je pense que repenser le service de soins au service de justement des parents et de la naissance physiologique, ce serait vraiment un impact fort sur tout le système de santé, parce que en fait, finalement, si on privilégiait et qu'on faisait beaucoup de prévention pour améliorer la physiologie, je pense que même en termes de santé publique, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant pour tout le monde en fait, à tous les niveaux. Tout le monde en bénéficierait d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et aujourd'hui, en effet, tu parles de cette notion de la physiologie et de l'endorphine qu'on sécrète naturellement pendant une naissance, qui fait que finalement, ces vagues de contractions, elles deviennent supportables quand elles augmentent... Alors, en fait, il y a deux spirales. Il y a une spirale qui va être une spirale négative avec endorphine, ocytocine et adrénaline. Et il y a une autre spirale où là, c'est une spirale positive où c'est justement ocytocine et endorphine. Et donc, en fonction de l'état émotionnel de la patiente, elle va basculer dans l'adrénaline ou dans les endorphines. Notamment la gestion, le stress. La peur fait partie. C'est un stress, c'est ça. Finalement. En fait, l'adrénaline, c'est la peur. Et donc, on sait que sur le pronostic obstétrical, le fait qu'elle puisse rester dans l'amour, dans sa spirale positive, ça va agir sur le temps des contractions, sur la qualité des contractions, sur la qualité de détente entre chaque contraction, parce que l'ocytocine naturelle, elle va laisser place aux endorphines entre chaque contraction, et l'utérus, il va vraiment bien se relâcher. Et donc, cette détente-là, elle va permettre à la fois de remplir le placenta avec de l'oxygène. Je vous fais la version rapide. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va permettre aussi aux muscles de l'utérus de vraiment bien se relâcher. On sait que, par exemple, avec l'ocytocine de synthèse, les contractions, elles vont rester l'utérus, il va rester plus dur, et donc il va y avoir moins de relâchement. Et des échanges, plus de douleur, des échanges plus difficiles aussi, alors toujours possible, mais moins facile pour recharger le placenta en oxygène, et un utérus qui va être plus à même d'avoir des complications, parce que justement, comme il se contracte et qu'il s'est plus se relâcher, ça va être un vrai problème en fait. Et dans ce cas-là, donc puisqu'on est sur ce sujet de l'ocytocine, quelles sont les conditions optimales que la maman, le couple doivent vraiment réunir pour que la maman elle sécrète le plus possible d'ocytocine? Alors, je pense que ce qui va être décisif, c'est l'information.
Ouais. On sait que plus les femmes, elles vont être dans une information qui va être adaptée à leurs besoins personnels. Hein, je ne sais plus quelle étude avait fait part c'était des sages-femmes du Sud, je crois, qui avait fait une étude sur la préparation à l'accouchement. Et en fait, ça montrait que si la femme n'avait pas du tout fait de préparation, elle arrivait en salle d'accouchement plutôt détendue. Mais sauf que quand elle arrivait en fin de travail, elle avait le stress au taquet. Alors que si la femme avait fait une préparation de groupe, le stress était un peu là en arrivant en salle d'accouchement. Ça savait un peu ce qu'il a trouvé. Voilà. Mais par contre, plus on avançait dans l'accouchement, plus le stress diminuait. Et celle où le stress diminue le plus fort en fin de travail, c'est celle qui a une préparation en individuel. Et ça, c'est vraiment pas du tout divulgué comme information. Enfin, je trouve que pas assez, en tout cas. Que les femmes, elles ont souvent un son de cloche en fonction de là où elles vont accoucher. Et on n'a pas une information réellement éclairée. Hein, quand on parle de consentement éclairé aujourd'hui, on devrait donner toutes les informations qui vont aider la femme à accoucher soit physiologiquement, soit avec une césarienne, un forceps, une ventouse. Parce qu'en fait, il faut être préparé à tout. Tout peut arriver au moment de l'accouchement. Et c'est pas parce que tu as décidé d'accoucher dans l'eau à quatre pattes, debout, que tu vas pouvoir le faire, le réaliser vraiment. Mais par contre, quand tu as fait une préparation et que tu sais que tu peux avoir une césarienne, tu sais que tu peux avoir un forceps et que tu fais tout pour accoucher physiologiquement, soit tu accouches physiologiquement et tu es super contente, soit tu as fait tout ce que tu pouvais pour accoucher physiologiquement, ça n'a pas marché et tu es très contente d'avoir ta césarienne. Et donc ça, pour le vécu des femmes, je pense et pour leur retour à la normale et pour le lien avec le bébé, c'est capital. Parce qu'en fait, plus elles vont être au courant de ce qui se passe, plus elles vont être partie prenante de ce qui se passe, moins elles vont subir les pratiques qu'on va leur proposer ou imposer dans certains endroits, ça va être vraiment capital. Pour moi, c'est vraiment la clé. L'information, plus elles savent à quoi elles vont s'attendre, plus elles vont pouvoir être plus à l'aise, confortables. Par exemple, il faut savoir qu'à l'hôpital, au CHU notamment, la prise en charge, c'est on te reçoit dans une pièce, on te met un monitoring, on t'allonge, donc souvent, et ça va être une prise en charge qui va être très médicale. Hein. Dans certains autres endroits, par exemple, on va te proposer de faire le monito, mais sur le ballon ou à quatre pattes. Donc ça va être aussi en fonction de ce que la femme elle a besoin. Si c'est une danseuse, par exemple, qui peut pas s'arrêter de bouger dans sa journée, si on la cloue sur un lit, c'est pas comme ça qu'elle va être confortable dans son corps. Et son bébé aussi, il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas et ça va pas aller. Donc plus la maman est détendue, plus elle est en accord avec elle-même, plus ça va être simple et plus ça va être sans adrénaline et avec de l'ocytocine et des endorphines. Donc là, en fait, quel que soit l'endroit qu'on choisit, le plus important, c'est d'être en accord avec ses propres valeurs, ses convictions. Si t'as envie de quelque chose de très classique et sécuritaire, c'est sûr que c'est important de pouvoir respecter ça. Mais si t'as envie d'être un peu dans une autre dimension, d'être dans autre chose, alors il y a de plus en plus d'hôpitaux quand même qui permettent de faire des accouchements à quatre pattes, de faire des accouchements accroupis. Il y a plein de sages-femmes qui sont hyper motivées pour pouvoir accompagner les couples dans leur projet de naissance. Mais c'est encore très pas assez répandu et connu. Voilà. Il y a des maternités qu'on appelle les amies des bébés. Ouais, alors le label Amis des bébés, c'est vrai que c'est intéressant, mais disons que c'est toujours pareil. Le problème de tous les centres où on met en place des protocoles, c'est que en fait, ça reste des protocoles et c'est difficile le protocole d'individualiser. Et en fait, plus la femme elle va pouvoir choisir avec le personnel de santé ce qui va être la meilleure option à l'instant T, plus ça va être vivant et efficace à mon sens. Ouais, impératif. Voilà, aussi. Parce qu'en fait, plus les parents vont être partie prenante, plus le bébé va se sentir soutenu, plus il va être inclus dans le travail et moins il y aura de problème. C'est vrai que si la femme elle a l'impression de donner son corps à la science, ça va pas être une bonne option. Et clairement, des retours
qu'on a des patientes en cabinet d'ostéopathie, par exemple, où moi, c'est très orienté périnatalité, mais ça n'empêche que j'ai encore trop d'accouchements qui se passent dans la douleur ou dans la position ne serait-ce que juste la position d'accouchement, les pratiques, les pieds dans les allongés, la perte des os, la rupture de la poche des os plutôt. Il y a plein de femmes qui disent ah bon mais j'aurais pu j'ai mon mot à dire sur la rupture de la poche des os. En fait oui, si on te dit pas que la rupture de la poche des os elle doit être faite s'il y a un problème avec le bébé au niveau du rythme cardiaque fœtal ou si on a une stagnation de la dilatation. En gros, pour activer le travail, si on voit que plutôt que de faire une césarienne, c'est vrai que c'est mieux de faire la rupture de la poche des os. Mais si tu es à 3 cm de dilatation du col de l'utérus et que tu as des contractions qui sont normales et que on te dit voilà madame je vais vous percer la poche des os, je suis pas sûre que ce soit vraiment respecté le projet de naissance physiologique par exemple, hein. Et justement c'est quoi il y a aussi cette notion de c'est quoi une naissance physiologique, tu vois, parfois on dit naissance naturelle, physiologique. Alors naturelle c'est quoi, j'ai accouché par voie basse, voilà, alors disons que la maman et le bébé soient vivants, ouais. c'est pas suffisant pour moi pour être physiologique. C'est vrai que des fois on entend dire ça. Tout le monde est en vie. Voilà, tout le monde est vivant, super, vraiment. La maman a un petit trauma, le bébé. Non mais c'est vrai qu'on voit souvent ça, en consultation d'ostéo. La maman elle te dit ah ça s'est super bien passé. Et en fait, tu la regardes debout de dos, elle a une épisiotomie, tu vois les points tellement c'est une cuissectomie. Le bébé, il a eu un forceps, il a une plagiocéphalie et il dort toujours sur le même côté et ça fait 3 mois et tu te dis, la maman elle est toujours en train de s'asseoir sur une bouée. Donc c'est vrai que tout le monde est en vie. Mais tout le monde mais elle dit j'ai très bien accouché. Alors pour moi c'est pas suffisant, que ce soit clair. C'est pas entendable. C'est pas. Après je critique pas ni le forceps ni la césarienne. On est bien d'accord, hein. Mais je dis voilà, une fois qu'on en est là, bien sûr qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut avancer, qu'il faut faire tout. Mais c'est à considérer, que c'est pas quelque chose qui est vraiment. Ouais. Et donc, c'est clair que le fait de pouvoir accéder à ce genre de pratique, c'est essentiel. C'est-à-dire la physiologie, pour moi, c'est vraiment respecter le processus individuel de chacun, avec des grands axes de sécurité et de prise en charge et de bienveillance. Mais c'est clair que le fait de respecter le désir des parents, déjà là, c'est difficile. Hein. Je vois certaines de mes collègues sages-femmes, elles disent oui, mais Elisa, les parents qui viennent avec un projet de naissance où tu as l'impression qu'il faut pas que tu fasses ton travail, pas d'épisio, pas de ci, pas de là, c'est hyper violent en fait pour nous. Alors oui, c'est sûr que les professionnels de santé, c'est désagréable quand tu as une femme qui vient et qui te dit je veux pas ci, je veux pas ça. Sachant qu'en plus, au final, ça va peut-être se passer complètement différemment. Mais c'est-à-dire que des fois, elle arrive en salle d'accouchement en disant je veux pas la péri, puis finalement, en fait, on peut même pas lui poser parce qu'elle est déjà à dilatation complète et que le bébé, il est en train de sortir. Donc mais je pense qu'on prend pas assez en compte ce que traverse la femme en termes d'émotionnel, hein, et que ça c'est très peu envisagé par les professionnels. C'est sûr que la femme enceinte elle est un peu entre guillemets bipolaire, hein, pendant la grossesse, son infrastructure cérébrale elle est totalement en remaniement et il y a de la neurogénèse qui se fait dans tous les sens et donc elle n'a pas un cerveau qui fonctionne, elle n'a pas un émotionnel qui fonctionne comme il faut et il va falloir prendre ça en compte aussi par les professionnels de santé. Donc pour ça, c'est sûr que c'est important d'avoir un vrai travail de groupe, de cohésion et un vrai souci de respect. Bien sûr que les parents, quand ils font un projet de naissance, ils sont pas contre le professionnel de santé. Les parents, quand ils font un projet de naissance, ils sont juste dans leur désir à eux. Et c'est ça qu'on a du mal à recentrer, en fait. Ce qui est difficile, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il y a comme une confrontation entre le désir des parents et le corps médical, comme si ça devait s'affronter. Ouais. Et ça un peu, tu vois,
il y a ça fait un peu bras de fer. Oui, c'est ça. Alors que ça pas du tout. Pas du tout. Pas être du comme tout. ça. Ça devrait être un travail d'équipe Voilà. et d'entraide, de solidarité. Et du coup, c'est sûr que il y a vraiment besoin d'un gros travail. Mais il y a des CHU par exemple qui arrivent à intégrer beaucoup la prise en charge humaine, le consentement, tout ça. Mais c'est vrai que on voit que déjà c'est compliqué de parler de consentement, même encore à l'heure actuelle. Hein. Et donc, comment fonctionnent les équipes, comment fonctionnent les structures. Forcément, si déjà sur ce plan-là professionnel c'est compliqué, être à l'écoute des patientes c'est encore plus difficile. On peut pas, on n'a pas cet espace-là disponible. Donc c'est vrai que dans les plus petites structures où il y a beaucoup il y a moins de personnel, on va dire, il y a peut-être une meilleure cohésion que dans les grosses structures où on va dire que les protocoles est roi parce que c'est un souci. Parce qu'il n'y a pas l'espace pour autre chose. En plus, en termes de recrutement, c'est normal que les interventions médicales soient plus importantes dans les gros centres, puisque le recrutement est spécifiquement basé sur la pathologie. Oui. Donc, quand tu parles de recrutement, tu veux dire les personnes qui viennent recevoir des soins dans l'hôpital. Ça. Voilà, okay. Les couples qui s'orientent vers les maternités type niveau 3, voilà, c'est des maternités qui sont spécifiques pour les problèmes. Par exemple, une malformation chez un bébé ou un problème d'hypertension chez la maman. Ça, évidemment qu'il faut aller dans un gros centre où le personnel est super formé et la prise en charge, elle va être classique. Et là, on n'a pas vraiment le choix de laisser de l'espace pour l'accouchement. Encore que des fois, on arrive quand même à mettre en place des choses qui sont assez chouettes, parce que quand la maman elle pose vraiment ses envies et ses possibilités. Moi, je me souviens d'une patiente qui était vétérinaire, par exemple, et qui avait une grossesse triple naturelle, et elle avait proposé au gynécologue d'accoucher, de l'obstétricien, d'accoucher voix basse. Et donc, elle était hospitalisée, et puis ils étaient quand même un peu inquiets. Ils disaient non, quand même. Et elle disait non, mais moi, elle est déportée, j'en fais plein, hein, donc il n'y a pas moyen que. Il n'y a pas moyen qu'il y en ait que 3, donc c'est bon, on va le faire ensemble, et vous inquiétez pas. Mais elle était presque obligée de rassurer le personnel médical pour pouvoir mettre en place, elle, ce qui allait. Et finalement, l'accouchement s'est très bien passé, et elle a accouché voix basse de ses triplés à l'hôpital. Et c'était super, parce que finalement. C'était génial, finalement, dans un niveau 3 où c'est sécurisé en cas de problème, mais on peut permettre à la physiologie de se faire en ayant la chance d'avoir quelque chose. Voilà. Si ça se passait pas bien, on a notre filet de sécurité. C'est ça. Et donc c'est l'essentiel de ça. La physiologie, quand on parle de physiologie, c'est comme l'éducation positive. Ça veut pas dire ne mettre aucune limite aux enfants. Mettre de cadre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire risquer quoi que ce soit à mes patientes. Mais simplement, pour moi, la physiologie, elle est accessible partout. Et c'est clair que c'est juste changer d'éclairage sur qui fait quoi. C'est-à-dire que et aujourd'hui, quand j'ai la chance de pouvoir participer au staff de l'accouchement, on va dire, parce que j'y vais encore en tant qu'accompagnante vocale ou en fait, c'est génial de pouvoir voir que finalement, si avec l'équipe, on arrive à avoir un discours et une entraide qui va être différente, je vois bien que mes collègues, elles attendent avant d'intervenir, elles sont dans une dynamique qui va être un petit peu différente. Et on traverse ensemble des choses qui vont être beaucoup plus... Dans ce que tu dis, on entend qu'elles sont moins proactives. Voilà. Elles sont là au service de... Voilà. C'est là toute la différence, au service de la physiologie, de la femme, du couple, du bébé. On est là un peu comme le font par exemple les sages-femmes quand on est dans un processus d'accouchement à domicile où elles interviennent très peu. Moi, j'ai accouché les 2 fois où j'ai fait ce parcours à la maison. La première fois, ça m'a même surprise. Elle était à un bout de la pièce et elle m'observait en fait. Rien. Normalement, on doit intervenir le moins possible. On doit intervenir le moins possible. On doit te laisser toi au centre quand t'accouches, dans ta bulle, avec ton homme. Et si besoin, on doit être là en plus.
Mais tant que tout va bien, c'est ça la physiologie. Tu me posais la question tout à l'heure, c'est vraiment ça pour moi la physiologie. C'est que tant que tout va bien, ben on fait de la prévention de ce qui peut se passer. Donc, par exemple, une maman qui va vouloir aller dans l'eau, ben, je vais pas la laisser tout le travail dans l'eau. Je vais la mettre au moment un peu délicat, à 4 cm. Je vais la remettre dans l'eau à 7-8 cm. Et puis, je vais lui proposer peut-être d'être dans l'eau pour l'accouchement ou pas. Mais en là, tout cas, c'est tout ton regard de professionnel qui va pouvoir la guider, l'orienter. Et tu sais à quel moment il faut sortir. Voilà, rentrer. parce que je sais que si elle reste dans l'eau pendant 18 heures, ben, c'est pas bon et c'est pas du tout... on n'est pas dans la sécurité. Donc, avoir un regard qui va être vraiment sécurisant ou qui va en tout cas avoir une dynamique vraiment du respect de la sécurité de la mère et de l'enfant, mais aussi avoir un champ des possibles qui va être beaucoup plus grand. Parce que finalement, on se rétrécit l'espace et on en perd l'objectif. L'objectif, c'est quand même l'arrivée du bébé dans de bonnes conditions. L'arrivée du bébé dans des conditions humaines où on va respecter, par exemple, tu te parlais du label Ami des bébés. Le label Ami des bébés, normalement, on doit faire toutes les techniques d'aspiration et de mettre des sondes dans le nez et la bouche des bébés au bout de presque 2 heures, si tout va bien. Si le bébé respire, normalement, on devrait même pas mettre de sonde dans le nez pour vérifier la perméabilité des coanes. On devrait juste mettre une surface lisse, boucher un miroir ou une vitre, boucher une narine, voir s'il y a de la buée d'un côté, faire pareil de l'autre, et là on sait que tout va bien. Quand tu vois comment c'est agréable de te faire un PCR, aujourd'hui, on se dit que si on peut éviter ça au bébé à l'accueil du nourrisson, c'est des pratiques qui devraient être totalement révolutionnées, enfin changer, parce que le fait de faire ça, effectivement, c'est pratique. Quand il y a un bébé qui naît, de lui mettre deux sondes dans le nez, c'est hyper pratique, c'est fait en 2 secondes, ça va pas, on se dit que ça va pas trop le déranger, mais je veux dire, aujourd'hui, tu vois bien que quand tu fais ton PCR, ça dure pas 2 secondes, en fait, tu sens encore les couvillons pendant un moment, et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de respecter cette possibilité-là, d'adapter au maximum la prise en charge, par exemple, le clampage tardif, ça, c'est vraiment intéressant, parce que le clampage tardif, c'est vraiment attendre que le cordon finisse de battre avant de le couper. C'est quand même... ça, on se dit que c'est quand même facile à respecter. Si tout va bien, il n'y a pas d'urgence à clamper le cordon. Surtout que ça a une incidence, a priori, sur le taux du coup, c'est assez logique, mais sur le volume sanguin du bébé... Et qu'après, on se retrouve parfois avec des bébés qui manquent de fer, qui sont un peu anémiés, je crois. Il y a des échanges biochimiques qui se font aussi au niveau de la peau, au niveau des endorphines aussi qui passent par le placenta. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont être importantes et qui, si on peut le respecter, sont quand même bénéfiques pour le bébé et même pour sa maman. Parce qu'en fait, une maman qui va avoir passé ses endorphines à son bébé, le bébé va être plus zen et la maman, elle va en bénéficier aussi. Donc et le papa aussi. Voilà, il dormira mieux. Et donc c'est clair que voilà, moi je pratique le chant prénatal par exemple. Mettre du chant prénatal, quel que soit le niveau de médicalisation, ça devrait être possible. Et d'ailleurs, ça l'avait été possible pendant toute une période à la CHFME, je crois que c'est encore en projet. Donc il y a une sage-femme qui se forme à l'heure actuelle pour faire du chant prénatal à l'hôpital. Donc, tu formes des personnes? Non, moi je les forme pas, mais par contre je propose des séances pour les parents en aquatique, en chant prénatal aquatique, à l'eau de soie. C'est un bassin qui est dédié à la prise en charge en Watsu, en bébé nageur aussi. Et donc, c'est à Lyon-Vèze. Et c'est une piscine qui est chauffée à 35 degrés, où on vit quelque chose d'extraordinaire pour l'accueil du bébé. C'est-à-dire que là, la bulle de bien-être, elle est matérialisée par l'eau, le cocon de chaleur. Et avec le couple, on va vivre 2h30, parce qu'on dit sur le site, c'est marqué 1h30, mais en fait, c'est 2h30, 3 heures de séance le soir, aux bougies, où on vit un partage d'émotions, de qualité de présence, qui va permettre aussi aux parents de remplir
se remplir d'énergie et de confiance pour qu'il puisse traverser la tempête de l'accouchement. Parce que vraiment, je pense que le fait de sentir la présence du bébé aussi fort, de sentir la présence de son homme, d'être dans l'eau et de pouvoir être vraiment que dans ça, ça va permettre à la femme de réaliser qu'elle a les capacités de faire. Et puis de réaliser aussi, enfin, ça peut paraître, mais quand c'est ton premier, de réaliser ce qui va un peu se passer. Oui. Parce que quand c'est la première fois que tu vas donner la naissance, c'est un peu, c'est carrément l'inconnu. C'est carrément l'inconnu. Et je trouve intéressant ce que tu dis dans cet espace qu'on va créer, parce qu'on est dans des vies assez cadencées ou assez remplies aussi. Et même quand on est enceinte, on prend pas toujours le temps de pose la vie, pose tout ce qui se passe. Et même quand tu as un deuxième, un troisième, voilà, ouais, en fait, de prendre cet espace-temps. Tu le prends plus en couple. Ouais. Donc là, en fait, le fait de vraiment arrêter, faire un arrêt sur image, aller dans l'eau et faire juste circuler la bonne énergie, ça, pour moi, ça va être aussi une des clés d'un accouchement physiologique. Parce que cette communication infraverbale, cette présence et cette intensité du vécu, en fait, c'est comme si toutes tes cellules allaient se mettre à briller d'énergie pour ce moment-là de l'accouchement. Et en fait, plus tu remplis ton réservoir d'énergie qui brille, plus tu vas pouvoir, au moment de la naissance, où là, tu traverses des zones de toi que tu connais pas, hein, tu vas au bout de toi. J'aime bien Maïti Trelom, elle disait, tu laisses glisser le bébé jusqu'au bout de toi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment arriver à dépasser toutes tes limites, tout ce que tu crois là où t'es pas possible d'aller, en fait là t'y vas. Et en même temps, si t'es accompagné, si t'as quelqu'un qui te tient la main, c'est toujours bien sûr ton homme, mais aussi quelqu'un d'autre qui sait par où tu vas passer. Parce que moi, quand je dis aux femmes tu peux y arriver, elles savent que j'en ai accompagné plein, elles sentent que oui, elles peuvent y arriver, que je crois en elles. En fait, le fait de jamais douter de la possibilité qu'une femme est là d'aller au bout, je pense que ça met de l'émotion, tu vois, parce que vraiment c'est tellement fort quand c'est comme en séance d'ostéo avec les enfants quand ils me disent mais t'es sûr que je vais y arriver, et je leur dis oui t'es sûr, en fait je suis sûre, je n'ai aucun doute. Et je pense que fondamentalement le fait d'être connecté à sa puissance à elle, ça lui donne accès par moi à cette puissance-là. Mais tu parlais tout à l'heure hors micro, on parlait de cette expérience initiatique. Moi, c'est ce qui m'a vraiment motivée et qui a engendré ce projet Mama Libré que j'avais envie de transmettre aux femmes. Mais en fait, réveillez-vous que l'accouchement, c'est vraiment un moment initiatique de toute puissance. Il y a quelque chose que tu viens toucher, qu'on ne pourra plus jamais t'enlever, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu dis aller au bout de soi-même, moi je l'ai vraiment vécu les 2 fois, de se dire, je me souviens d'avoir senti ce truc de même un côté guerrière en moi, de me dire, en fait dans la vie, il n'y a plus jamais rien qui me fera peur ou que je pourrais affronter. Ouais, c'est ça. Donc tu te sens pouvoir dépasser des montagnes, enfin, c'est incroyable. En fait, c'est ça la puissance de l'ocytocine naturelle. C'est une vraie drogue. Disons que c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, en remplaçant l'ocytocine naturelle par de l'ocytocine synthétique, en plastique, on se rend compte qu'on enlève une partie de cette puissance-là. Voilà. Et c'est clair que moi, souvent, pendant les cours d'ostéo en postgrad, je leur fais part d'une étude sur les souris qui ont été faites sur des femmes pas des femmes, des souris. Donc pour démontrer la puissance de l'ocytocine, ils cachent de la nourriture dans un labyrinthe. Et ils attendent de voir en combien de temps les souris qui ont eu des bébés ou les souris qui n'ont pas eu de bébé trouvent la nourriture. Et en fait, les souris qui n'ont pas eu de bébé mettent 7 jours à trouver la nourriture dans le labyrinthe, alors que les souris qui ont eu des bébés mettent 4 minutes. 4 minutes. Donc là, et elles passent, ils ont mis des endroits dans le labyrinthe où c'est plus dangereux.
elle passe deux fois plus de temps dans l'endroit où c'est dangereux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, biochimiquement, une transformation qui se fait. Mais ça, c'est uniquement chez les femmes qui peuvent bénéficier de l'ocytocine naturelle. Parce qu'à partir du moment où on injecte dans les veines de l'ocytocine artificielle, il y a un feedback qui va un retour, un contrôle du cerveau qui va faire que l'ocytocine dans le cerveau va s'arrêter au niveau de la production. Et donc, on va avoir l'ocytocine en périphérie, mais pas dans le cerveau. Alors que finalement, c'est l'ocytocine qui baigne les neurones dans le cerveau qui va être efficace sur l'amour, l'attachement, l'amour de soi et l'amour des autres, en fait. Et donc, c'est comme si on amputait cette physiologie-là quand on intervient avec de l'ocytocine artificielle. Et ça, on le dit pas trop parce que c'est vrai que c'est peu. Donc ça va faire que la maman, elle va avoir moins son wifi avec son bébé. Tu vas avoir moins la connexion et être rassurée de ce que t'as. Des fois, souvent, tu sens de quoi ton bébé il a besoin. Ben là, elles ne sentent pas, donc ça va leur faire un postpartum vraiment difficile parce que elles vont plus savoir, elles vont pas se faire confiance en leur ressenti profond, viscéral. Elles vont pas l'avoir. Il n'y a pas ce truc aussi, à un moment où il y a tellement d'ocytocine, c'est la spirale qui est l'endorphine, et c'est notre péridurale naturelle, si j'ai bien... Oui, c'est ça, c'est donc, tout à fait ça. Du coup, plus t'es dans l'amour de toi et le fait, la sécurité de pouvoir traverser, plus tu vas pouvoir accéder aux endorphines. Et là, finalement... on sait très bien que quand il y a de l'adrénaline à la place de l'endorphine, t'es pas dans le plaisir. T'es que dans la souffrance. Et qu'est-ce qui a une entrave selon toi à l'endorphine qu'on va sécréter? Donc on a compris, il y a ce côté des endorphines de synthèse. Juste pour finir avec l'ocytocine, pour vous donner un ordre d'idée, l'imprégnation neurologique, c'est comme si vous aviez un rapport avec quelqu'un où vous êtes super amoureux ou quelqu'un où vous n'êtes pas trop amoureux. Bon, vous avez fait de la gym, c'est super, mais c'est pas tout à fait... Même c'est lié à l'orgasme, un rapport où tu as un orgasme, un rapport où c'était bien, mais bon, tu n'as pas accédé... T'as pas d'orgasme. Et normalement, le plus gros orgasme qu'une femme elle puisse jamais avoir, c'est au moment où on pose son bébé sur le ventre. Où elle l'attrape, elle le met sur son ventre. Donc, finalement, on nous vole un peu ce moment-là. D'ailleurs, mais bon, on va peut-être... Mais moi, j'ai eu pas mal de témoignages de femmes qui ont accouché physiologiquement qui disent qu'après, dans leur sexualité, c'est encore beaucoup plus puissant. Oui, c'est clair. Comme un bonus, tu sais. Bon, allez, faut t'as bien accouché. Travailler. Et en fait, ce qu'on pourrait envisager, par exemple, pour éviter le passage... Alors, il y a un gros travail qui est fait aussi en ce moment sur l'ocytocine de synthèse pour ne pas... dans les structures pour ne pas l'utiliser en systématique. D'accord. Sachant que il y a un palliatif qui serait vraiment tellement facile à utiliser, c'est par exemple si finalement on est obligé de poser une péridurale, au lieu d'avoir l'injection d'ocytocine de synthèse, il pourrait s'agir de faire le massage aréolaire, tout simplement. Si la femme elle se stimule les bouts de sein 5-10 minutes toutes les heures ou toutes les demi-heures, ça suffirait à relancer la synthèse endogène d'ocytocine, la synthèse intracrânienne, et du coup, il n'y aurait pas besoin d'injecter de l'ocytocine en plus, qui va donc faire des contractions plus douloureuses, plus fortes, et où la femme, elle va être plus en difficulté. Mais j'entends complètement ce que tu dis, et moi je me dis, moi j'étais dans mon salon, tranquillement, je me sentais dans l'intimité, tu vois, je me serais sentie à l'aise de faire ça, mais est-ce que dans une salle d'hôpital... où il y a du monde qui rentre et qui sort. Non, le massage des bouts de sein. Oui. Ouais, normalement, ça devrait pouvoir se faire parce que quand même, il faut savoir que les femmes à l'hôpital, elles sont auscultées, on va dire, toutes les heures. Auscultée, tu veux dire par rapport à l'ouverture du col? Voilà, par rapport à l'ouverture du col, toutes les heures ou toutes les 2 heures, on va dire. Et par contre, il y a des grandes plages de temps où elles sont un peu seules en fait, où elles pourraient faire des choses par elles-mêmes.
où elles peuvent écouter de la musique, faire des positions, s'étirer, se faire masser par leur chéri, où vraiment elles ont la possibilité de faire des trucs. Donc je pense pas que les sages-femmes elles soient opposées à faire ça. Au contraire, les sages-femmes, c'est clair que cette petite difficulté là, quand il y a un retour sur le projet de naissance, ça peut être un peu compliqué. Mais au final, si on parle, si on communique, en fait, on trouve des solutions. Et j'ai envie de dire ça au papa aussi beaucoup, c'est que vous aurez la clé de la communication. C'est-à-dire qu'elle va être occupée avec le bébé, elle aura un neurone pour son bébé, un neurone pour les contractions. Faire des boas, chanter, se visualiser. Mais elle pourra plus être dans la communication avec quelqu'un qu'elle connaît pas ou quelqu'un qui est pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Alors que le papa, vous avez les clés pour pouvoir négocier, discuter. Donc là, il va falloir prendre un gros rôle pour pouvoir vraiment jouer le rôle de plateforme et d'interface entre ce que vous avez discuté avec votre amoureuse et ce désir-là d'accueillir votre bébé, on va dire plus naturellement, et les besoins de l'équipe médicale, pour pouvoir arriver à continuer le monitoring du bébé pour que la sage-femme elle soit tranquille et parce que c'est médico-légal et qu'on est obligé d'avoir un enregistrement du rythme cardiaque fœtal, et en même temps lui laisser prendre des positions qui vont être différentes pour qu'elle soit confortable, pour que sa femme soit bien, et que en plus le bébé il va mieux descendre si elle est en mouvement. On sait que plus elle va bouger pendant le travail, plus elle va être dynamique au niveau du col et de l'ouverture du col. En plus, c'est intéressant que tu parles du rôle du papa. Pour moi, il est primordial. Dans un des épisodes, on avait parlé même du côté de la citadelle qui représente un peu la protection. Parce que le papa, il connaît tellement bien la maman. Ça va être lui le plus à même, il est là en permanence, de détecter toute source de peur ou de stress. Un stress, ça peut être aussi d'avoir froid ou d'avoir un son qui nous dérange, et de le réguler pour que l'ocytocine naturelle soit en permanence sécrétée. Voilà, c'est ça. Et puis, à chaque fois que la maman va émettre un besoin et que son homme va être là pour elle, elle va redescendre encore son niveau de stress. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que plus elle va être accueillie, entendue par son homme, et par exemple, juste lui faire de l'air, l'aider à respirer, faire des sons avec elle, elle va se sentir tellement encouragée que vraiment le travail va être accéléré, parce que moins il y a d'endorphines, plus les contractions sont efficaces, plus il y a de relâchement, et moins il y a d'adrénaline, pardon. Oui. Plus il y a d'endorphines, plus le col va se dilater, et plus l'accouchement va se faire vite et bien. Donc c'est ça ce que tout le monde veut normalement, vite et bien. Parce que vite et bien. C'est pas mal ça. Vite et bien. Ouais, on va dire pas trop vite non plus, parce que trop vite c'est pas bien. Mais juste le temps qu'il faut pour que le travail se fasse, quoi. Oui, et dans ce côté donc de la physiologie, presque c'est quand on vient à l'encontre de cette sécrétion d'ocytocine quelque part. C'est tout ce qui peut bloquer la maman et le papa dans son élan. C'est-à-dire que des fois, c'est des choses très très anodines. Dans la structure, le personnel soignant se présente pas. Alors là aussi, c'est fait de plus en plus. Tout le monde essaie d'y mettre du sien. Mais moi, j'ai encore des retours où les parents me disent que il y a des gens qui sont rentrés dans les salles d'accouchement sans leur parler, par exemple. Donc sans se présenter, sans dire qui je suis. Je vais m'occuper du bébé, je vais m'occuper de ça. Je viens juste regarder s'il y a du matériel. Juste expliquer ce qu'ils font, en fait. Et en fait, on est tellement dans notre quotidien et nos besoins, notre petite routine de travail, que finalement on oublie des fois l'espace sacré qui est le ça. lieu d'une salle de naissance. C'est ça. Et en fait, pour certaines femmes, ça va pas faire grand-chose parce qu'elles vont être dans leur bulle et elles pourraient avoir quoi que ce soit autour d'elles, ça changerait pas. Par contre, il y en a plein pour qui une
une infime indiscrétion ou maladresse, ou ça va les fermer comme une huître, et derrière, pour l'accouchement, c'est contre-productif totalement. Donc, ça va être vraiment important aujourd'hui de faire cet effort-là pour que la femme, elle puisse se sentir vraiment accueillie dans toutes ses dimensions, dans toutes ses différences. Et finalement, on parle d'inclusion. Hein. Complètement, oui. Donc, de ce qu'on voit en ce moment aujourd'hui sur comment est-ce que moi, j'ai envie de vivre ma vie, de voir l'accueil du bébé. Et ce qui est difficile, c'est que l'hôpital, quel que soit le protocole, hein, parce que des fois il y a des protocoles, je me souviens d'une patiente où le service venait de recevoir une formation de Bernadette de Gasquet, qui est une super formation pour se mettre dans différentes positions pour accoucher, sauf qu'en fait, dans les positions proposées, elle avait super mal au dos. Et donc on n'a pas respecté son individualité. C'est-à-dire c'est mieux d'accoucher comme ça. C'est qu'est-ce qui est possible pour toi en fonction de ce que tu veux et qu'est-ce qui est accessible surtout, parce qu'entre ce que tu as dans la tête et ce qui se passe dans la réalité, des fois il y en a qui voulaient accoucher dans l'eau et qui finalement dans l'eau elles étaient super mal parce qu'elles avaient trop chaud, donc on les mettait dehors et c'était beaucoup mieux. Donc en fait là au final cette dame là ils ont fini par un forceps sous anesthésie générale au lieu sans même la faire pousser sur le dos par exemple. Pour le coup, ils auraient pu essayer la classique et finalement, elle n'a pas eu cette possibilité-là. Donc, c'est un peu le protocole qui est difficile dans l'adaptation des humains, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Inadapté, en fait. Disons que oui, le protocole, c'est bien dans les grandes lignes d'avoir un protocole pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais ce serait bien qu'on puisse naviguer en fonction des envies, des besoins, des possibilités de chaque couple et de chaque bébé, pour qu'on puisse dire là oui c'est possible et là non c'est pas possible, et adapter vraiment plus au plus près des besoins. En fait. Et puis plus de communication en effet sur l'état, par exemple en effet s'il y a une problématique pour le bébé ou la maman, voilà ce qui est possible, de plus de clarté, de visibilité, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'un peu comme une négociation quelque part. Oui, mais une négociation qui devrait rester toujours bienveillante. Et dans les retours qu'on a, des fois, ça manque de bienveillance en fait. Il y a vraiment besoin de plus de bienveillance et dans ces cas-là, j'encourage les parents à demander de la bienveillance. Demander. Voilà. Je sais que ce que je vais vous demander, ça va être un peu compliqué pour vous, mais j'aimerais que vous soyez bienveillants avec moi. Et ça, avec un petit sourire, avec un peu d'ouverture, ça va passer. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen qu'on puisse pas s'entendre et qu'on puisse pas aujourd'hui, en 2022, accueillir les possibilités différentes, sachant que dans plein d'autres pays, c'est complètement autre chose l'accouchement. Aux Pays-Bas, il y a 80% des femmes qui accouchent à la maison. Donc, en Angleterre aussi, voilà. Je crois que c'est important. Au Canada aussi. Voilà. Donc après, là aussi, c'est pas parce que les femmes accouchent plus à la maison que si toi t'as pas envie d'avoir un accouchement un peu plus dans les clous, le pendant de l'autre côté, ça doit pas être non plus obligatoire d'accoucher comme ci ou comme ça. En fait, c'est la liberté. Voilà, c'est ça. C'est la liberté et les possibilités sur le plan physiologique, médical, personnel, individuel. Déjà d'avoir la connaissance qu'aujourd'hui il y a plusieurs, on n'est pas obligé. Donc déjà, juste pour revenir, tu parlais de la préparation. C'est pas parce qu'on a commencé une préparation avec une sage-femme qu'on est obligé de la continuer si ça nous convient pas. C'est ça. Ouais. C'est important, que c'est pas parce que notre sage-femme elle fait de la sophrologie que c'est l'unique voie pour nous de préparation à l'accouchement. C'est important aussi dans notre préparation et ça, j'ai l'impression que on nous propose du yoga prénatal, de la sophrologie, de l'autonomie, tout ça c'est bien, mais la première préparation qui devrait être indispensable, c'est déjà comme une formation à la physiologie de la naissance.
C'est ça. Et ça, on ne le fait pas, on le fait pas vraiment. Alors, on va considérer que les femmes, elles sont pas vraiment concernées par la physiologie. Mais en fait, si tu veux, on considère des fois que c'est le professionnel de santé qui va savoir ce que c'est, qui va te guider. Mais en fait, finalement, c'est pas fait. Donc, c'est pour ça que moi, je dis aux parents de se préparer et d'avoir le pack autonomie totale pour qu'ils puissent vraiment se diriger vers ce qui va leur convenir le mieux. Ouais, puis la connaissance de sa physiologie, c'est la connaissance de soi, c'est les clés, c'est hyper... j'ai envie de rajouter aussi que quand on voit qu'il y a des peurs qui s'éveillent pendant la grossesse ou qu'il y a des choses qui se répètent dans la famille, il faut pas hésiter à faire aussi un vrai travail sur soi, de base, pour pouvoir vraiment se libérer de ses croyances, parce que des fois on a des croyances familiales, tout le monde a une césarienne, tout le monde a des forceps, moi j'y arriverai pas, je suis trop petite, je suis trop grande, donc déjà ça va être important. Et puis comme tu dis, le fait de savoir ne serait-ce que rester en mouvement, rester debout, ça va améliorer la gravité, la traction du bébé vers le bas, et ça va potentialiser l'effet des contractions. Le fait de faire des sons graves, ça va potentialiser aussi la production d'endorphines naturelles et amener l'ouverture du col. Parce que la bouche, on avait vraiment cette notion aussi de la bouche qui est reliée la bouche du haut, la bouche du bas. Il faut savoir que c'est la même origine embryonnaire et que du coup, il y a des réflexes. Par exemple, si vous voulez tester les connexions entre la bouche du haut et la bouche du bas, c'est très facile. Derrière votre écouteur, vous pourrez le faire. Vous serrez très fort votre périnée, c'est-à-dire comme si vous reteniez de faire pipi, ou comme si vous serriez au niveau du vagin, ou comme si vous reteniez un gaz. Vous serrez très fort ces 3 diaphragmes et vous essayez de bâiller. Allez-y, vas-y, essayez de bâiller. T'as vu, c'est pourri. Donc, tu relâches après ton périnée. On n'est pas Donc, après, on relâche son périnée, on essaye de bâiller, et là, on sent que tout s'ouvre à l'intérieur de soi et que c'est beaucoup plus facile. C'est physiologiquement beaucoup plus facile. Et à l'envers, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Si tu essayes de fermer ta bouche et de pousser en bloquant l'air, comme on propose à l'intégralité des femmes qui accouchent, en fait, au niveau du périnée, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pas physiologique. Après, des fois, si la femme, elle sent pas, si elle est pas dans une bonne position, on va quand même être amené à faire pousser en bloquant, parce que c'est plus efficace. Effectivement, c'est plus efficace. Mais on devrait pas faire ça. Il n'y avait pas un livre d'ailleurs, Stop au poussé, j'avais vu un truc comme ça, voilà, arrêtez de pousser, faut pas pousser. C'est le super documentaire de Nina Marr. Ah oui. Qui est sur la. Donc ça, je vous encourage aussi à le voir. Ça, c'est vraiment très important de pouvoir s'informer sur les différentes possibilités, parce que en fait, quand tu commences ta grossesse, tu peux très bien n'avoir aucune idée sur tes envies finalement, parce que tu sais pas les possibilités. Et puis tu vois, tu parlais de la physiologie. Moi, par exemple, j'ai trouvé ça déjà pour ma culture personnelle hyper intéressant, et aussi dans le déroulé de ce qui pouvait de la naissance, du travail, tu vois, de savoir les différentes étapes, ça m'a guidée. Et quand j'ai traversé ce moment, tu vois, qu'on appelle de la désespérance, je me souviens d'avoir vécu un moment où je me disais, non mais là, la désespérance, c'est vraiment, t'as l'impression que tu vas pas y arriver en fait, alors que t'es à la fin. Et pour mon premier, je me souviens que la sage-femme m'avait glissé à l'oreille, tu te souviens, on en a parlé, c'est la désespérance. Ouais. Et juste de me dire ça, il y a un côté en moi qui s'est apaisé de... Ok, en fait, ça y est, c'est la fin, normal. Je vais y arriver, c'est normal, c'est bon, là, j'y suis. Et c'est comme si t'es en train de faire une course, tu vois la ligne d'arrivée, alors que t'as tellement tout est flou, t'as couru des heures, donc tu vois plus le paysage. Mais là, on me dit, non, mais la ligne d'arrivée, elle est juste là. Ouais. Tu la vois pas, mais elle est là. Ça. C'est exactement ça. C'est ce que ça change l'information, en fait. Le fait de savoir qu'est-ce qui va t'aider, qu'est-ce qui va pas t'aider, d'avoir plusieurs outils. Parce que comme tu dis, si t'as que la sophro, des fois c'est pas du tout ça qui va te convenir. Moi je sais que le chant, pour tout le monde ça marche. Que tu sois préparé, pas préparé. Moi ça m'a permis aussi d'accompagner des femmes qui étaient dans des conditions un peu précaires, qui avaient pas pu faire la préparation, quelle que soit l'origine ethnique. C'est depuis la nuit des temps, on chante pour les accouchements. Alors et la différence entre le cri et le chant, c'est que quand tu cries,
tu es dans la souffrance, alors que quand tu chantes, tu es dans l'expression. Et que ça, c'est un tout petit, c'est très ténu comme différence, parce que tu fais la voyelle syndicale poussée au max. Mais par contre, dans ton vécu personnel, ça change tout, en fait. Ah ouais, mais moi, c'est marrant que tu dises ça, de crier, parce que moi, pour mon fils, du coup, j'avais été transférée à l'hôpital, de la maison à l'hôpital, et quand j'étais arrivée, j'étais à fond dans mes vocalises. 10 minutes plus tard, il était là, donc j'étais au max de présécude. Et ça m'a beaucoup aidée. Sans ça, je pense que je ne serais pas allée jusqu'au bout, seule. Et je suis arrivée à la maternité, et c'est le premier chose. Donc, c'était en 2015, il y a eu 7 ans quand même, depuis, il y a eu de l'évolution. Mais on m'a dit, madame, s'il vous plaît, arrêtez de crier. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que ça fait peur. Ouais. Moi, on me reprochait aussi d'accompagner les mamans et que ce soit trop bruyant. En me disant, si jamais l'anesthésiste t'entend, tu vas te faire allumer. Mais moi, je considère que, voilà, si la femme, ça l'aide, ça coûte pas cher, ça fait pas mal, il y a rien, si ça permet d'avoir du confort, et que c'est efficace sur l'oxygénation du bébé, sur les contractions, sur les endorphines, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire un peu de bruit en salle d'accouchement. Si tu peux pas faire du bruit le jour où t'accouches, bordel, c'est quoi ce monde? Et donc il y a vraiment cette notion de, je trouve que tu utilises avec le surf. Moi j'ai trouvé, en tout cas pour mon expérience personnelle, que là, le chant, donc de faire des vocalises, parce qu'en vrai on chante pas, voilà, c'est joli, on dit un truc joli. Je fais du son des cavernes. J'ai fait du son des cavernes, c'est moins vendeur quand même. J'ai un papa qui m'a dit, ma femme elle a fait le cri du samouraï. Alors en fait, elle disait, au début elle a essayé de chanter plus fort les contractions, ça marchait pas. Après elle a essayé de chanter pour faire sortir la douleur à l'intérieur d'elle, ça marchait pas. Et à un moment donné elle a laissé chanter la douleur, et là c'était le cri du samouraï. Alors la dame elle faisait oui j'ai fait le cri du samouraï. Même si tu réveilles toute la maternité, c'est pas grave. En fait l'important c'est que toi tu te libères. Et il y a un côté très j'allais dire presque jouissif à faire du son fort comme ça, parce que tu te libères du haut et ça libère le bas. Complètement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique et d'initiatique dans ce passage. On n'a pas trop les infos là-dessus, et du coup tu surfes, parce que on parle souvent de vagues pour les contractions. Et en effet, moi j'ai souvenir que c'est comme si le fait de faire les sons, ça m'aidait à surfer cette vague. Et pas à me laisser écraser par un rouleau tout au fond. C'est ça, à être dans les cailloux, à boire la tasse et à être super mal. C'est clair. Et là, c'est exactement ça. Tu surfes sur la vague, quoi. Donc c'est vraiment précieux. Et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui te comme tu dis, qui te guide. Normalement, la sage-femme, elle devrait être là que pour ça. Te dire, vas-y, regarde, c'est là. La ligne d'arrivée, elle est là. Ton bébé, tu vas l'avoir sur toi, il va être tout chaud, tout mouillé, tout beau. Tu vas juste faire comme les animaux, tu vas le respirer, tu vas le caresser, ça va l'aider à respirer, et tu vas le regarder vraiment dans les yeux. Même des fois, je leur dis, tu lui fais des bisous et tu le lèches un petit peu comme les animaux. Et parce que cette reconnaissance-là, elle est primordiale pour les enfants. Et donc, plus ils vont être dans le lien tout de suite, plus ça va être facile après. Parce que tous les enfants, ils sont là pour être gentils et être bien accueillis. Là, ce que tu évoques, ça me fait penser à un prochain épisode dont on va vraiment parler de l'ostéopathie au service de la femme et du bébé, finalement, de l'enfant, avant, pendant et après la grossesse. Comme tu disais, vraiment le bébé qui peut être... un bébé, c'est juste un être d'amour, il est gentil. S'il y a quelque chose, si il pleure beaucoup, c'est qu'il a quelque chose à exprimer et qu'il va pas, il a besoin d'aide, il vient nous alerter, donc on va trouver des solutions ensemble. C'est ça. Donc nous, en ostéo, on va être un peu un relais pour aider les parents à comprendre ce que vient dire le bébé par ses pleurs, par son comportement, par ses besoins intenses, par toutes ces difficultés au niveau relationnel et comportemental, qui est des fois le casse-tête pour les parents. Merci beaucoup, Elisa. En tout cas, je suis sûre que tu auras aidé plein de parents. C'est trop bien. Merci. À choisir, avoir plus de conscience dans ses choix, dans les possibilités, puis aussi, je trouve, dans tout ce qu'on a dit, c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Reprenez ce pouvoir, il est à votre portée, et c'est une volonté individuelle, il n'y a personne qui va vous le donner. D'ailleurs, on dit souvent ça. Le pouvoir, ça se prend, ça se donne pas. Ouais, c'est clair. Voilà. Reprenez votre pouvoir.
Pour la liberté, en fait. Bah oui, ouais. Pour la liberté de quoi, quel que soit votre choix, c'est votre choix en fait. C'est ça. Merci. Merci à toi.